Euh, je suis très heureux et pour tout vous avouer, je suis très fier d'officialiser aujourd'hui, au cours de ce rendez-vous, la création de l'Institut du cancer APHP Nord, Université de Paris. Notre GHU comprend 7 hôpitaux, une université et dorénavant un seul et unique Institut du cancer pour offrir ensemble les meilleurs soins en cancérologie à nos patients. Nous avons une offre de cancérologie extrêmement complète, prenant en charge tous les types de cancers, des équipes de très haut niveau en soins et en recherche, et qui fonctionnent de manière intégrée. Et nous souhaitons, en étant fidèles à notre projet d'établissement, renforcer notre coordination pour le patient. Afin d'améliorer continuellement la qualité de notre offre de soins, de nos activités de recherche, du lien entre la recherche et les soins, qui est l'une de nos forces, et enfin la transmission des savoirs, nous nous engageons dans un projet pour obtenir une accréditation en tant que Comprehensive Cancer Center auprès d'un organisme européen d'ailleurs, qui est l'OECI, l'Organisation of European Cancer Institute. Cette démarche, elle vise à structurer la cancérologie au sein de l'ensemble du GHU, à favoriser l'intégration de nos 7 hôpitaux autour du projet cancer pour aller en fait vers une culture commune et partagée et développer ainsi des prises en charge homogènes, quelle que soit la porte d'entrée du patient. C'est un projet de longue haleine et d'ailleurs nous officialisons en ce moment auprès de l'OECI notre inscription dans la démarche et donc nous nous préparons, nous nous organisons pour intégrer officiellement le programme d'accréditation dans un objectif de juin 22 pour l'entrée officielle dans cette accréditation. Notre objectif commun, il est d'avoir une visite des certificateurs OECI sur le site à la fin de l'année 23 et ainsi obtenir la certification en tant que Comprehensive Cancer Center en mai 24. Le professeur Zalcman et le professeur Lebé, les directeurs médicaux de notre institut et coordonnateurs de ce très beau projet, j'allais dire de cette très belle aventure, en lien étroit avec Hélène Gilardi, vont débuter cette séance en vous présentant très pratiquement la démarche et ce en quoi elle nous engage. Mais avant de leur donner la parole, je voulais vous adresser 2 messages. Le premier, c'est que la dynamique qui s'est engagée au sein de toutes les équipes pour cette labellisation est vraiment formidable. Elle est réelle, je la perçois, et pour tout vous dire, elle n'était pas nécessairement gagnée. Donc c'est une très belle réussite initiale, cette dynamique. Elle constitue un atout et elle augure de très bonnes choses. Faisons-la prospérer. Le deuxième message, c'est un message d'encouragement. C'est un travail absolument considérable qui est devant nous. Tous ceux qui y sont impliqués le mesurent. Les collègues d'autres centres hospitaliers universitaires en France ou en Europe, pour l'avoir fait, peuvent en témoigner. Donc, c'est un travail absolument considérable. Moi, je veux vous dire une chose, c'est que d'abord, tous nos voeux vous accompagnent, mais au-delà de nos voeux, soyez tous assurés que nous serons toujours là, à vos côtés, à la direction générale du GHU, à la présidence de la CMEL, au doyennat de la faculté de médecine, pour réussir cette labellisation. C'est une de nos priorités stratégiques pour les 3 prochaines années et nous allons réussir. Cher Céleste Lebé, cher professeur Zalcman, je vous laisse la parole. Merci.
Merci, monsieur le directeur, pour ces paroles très encourageantes qui nous mettent un petit peu la pression, je dois dire, mais on va essayer de la surmonter. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu, en développant ce que vous avez annoncé, voilà les différentes étapes qui nous attendent pour cette labellisation et pourquoi un institut du cancer. Donc, première diapositive, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Donc, je crois que nous pouvons être fiers de notre histoire médicale en cancérologie parce que je voudrais rappeler à tout le monde que l'oncologie médicale est née réellement de l'école de Saint-Louis, de nos grands anciens, dont j'ai représenté deux visages ici que vous reconnaîtrez, Jean Bernard et Jean Dosset, qui ont, à partir de l'hématologie, finalement donné lieu via leurs élèves à cette nouvelle discipline qui était l'oncologie médicale au milieu des années 60-70. Diapositive suivante. Donc, ils nous ont légué finalement ces activités phares que sont l'hématologie et l'hôpital Saint-Louis avec Robert Debré est le plus grand pôle d'hématologie publique de France. Nous sommes aussi le plus grand pôle de cénologie et nous vous montrerons un petit peu les activités de ce pôle de cénologie au sein de la PHP, le plus grand pôle d'hématopédiatrie de la PHP et puis le premier centre de thérapie cellulaire de CAR-T-cell, cette technologie tout à fait innovante et formidable qui est développée pour l'instant en hématologie mais qui pourrait très prochainement trouver sa voie vers les tumeurs solides. Et comme l'a dit notre directeur, dans notre GHU, nous avons toutes les offres de cancérologie d'organes chez l'adulte comme chez l'enfant, tant médicale que chirurgicale. Diapositive suivante. Notre production scientifique est d'un très haut niveau et je n'énumérerai pas, ne serait-ce que cette année, tous les articles internationaux qui ont été publiés par les équipes de notre GHU. Diapositive suivante. Alors, notre difficulté, en effet, c'est d'acquérir cette culture d'institut, puisque nous sommes actuellement 7 sites hospitaliers un peu distants les uns des autres. Mais le projet a pour but justement d'acquérir cette culture commune qui va aussi être renforcée par le futur hôpital Nord qui verra la réunion de Bichat et de Beaujon d'ici quelques années. Diapositive suivante. Notre force, il y a quelques petits problèmes d'affichage sur les diapositives, je m'en excuse. Notre force est représentée par le volume et le nombre de professionnels de santé qui sont rassemblés au sein du GHU, près de 19 000, plus de 2200 médecins, un budget colossal d'1,7 milliard d'euros et des équipements high-tech, qu'il s'agisse d'équipements de radiothérapie, de chirurgie robotisée, d'imagerie médicale. Diapositive suivante. Notre projet est aussi articulé sur une culture de recherche fondamentale et translationnelle forte avec l'Institut de recherche de Saint-Louis dédié à l'immunologie et la cancérologie solide et dirigé par Hervé Dombré, un institut de génétique créé par Jean Dosset qui a une visibilité internationale articulé autour d'un CRB certifié au niveau européen et dirigé par Hélène Blanchet. Diapositive suivante. Un institut de recherche très original localisé sur Bichat-Beaujon, original par sa thématique qui fait le lien entre l'inflammation chronique et le cancer, avec des projets particulièrement originaux et novateurs comme celui que vous présentera le professeur Paradis, le FHU Mosaïque. Diapositive suivante. Et des collaborations anciennes avec d'ailleurs beaucoup de personnalités issues de notre GHU et qui ont essaimé, si je peux dire, dans d'autres instituts ou d'autres structures hospitalières de recherche, et une collaboration très importante avec les groupes coopérateurs en oncologie qui font les grands essais de phase 3 académiques, qui font la réputation de la recherche clinique française de par le monde. Diapositive suivante. Alors, notre force, c'est notre activité clinique aussi, avec
près de 110 000 séjours hospitaliers. Diapositive suivante, 50 000 séances de chimiothérapie chaque année. Diapositive suivante, 11 000 nouveaux patients pris en charge sur nos 7 sites hospitaliers et plus de 25 000 séances de radiothérapie, avec une collaboration très étroite avec des réseaux régionaux comme le réseau OncoRIF ou le réseau de pédiatrie RIFOP. Diapositive suivante. Nos 7 sites sont le siège de centres experts labellisés par la PHP ou labellisés par l'INCa dans la plupart des tumeurs solides et hématologiques rares, avec donc des équipes expertes qui peuvent accueillir des patients porteurs de tumeurs rares et moins rares dans nos différents sites. Diapositive suivante. Peut-être juste, Gérard, si oui, tu me permets, peut-être dire que finalement, le GHU Nord représente 35% de l'activité de la paix en termes de nouveaux patients, ce qui est un chiffre important, à mon avis, à retenir. Hein. Absolument, et sur lequel il faut communiquer comme tu le fais, admirablement. Donc cette démarche vers l'accréditation, c'est en effet pour valoriser toute cette activité, comme vous l'a dit Céleste, et obtenir finalement un titre qui est assez prestigieux aux États-Unis, qui le devient en Europe, de Comprehensive Cancer Center, qui est réservé à des centres qui intègrent tout, de la clinique à la recherche translationnelle jusqu'à la recherche fondamentale, eh bien, ce que nous avons et ce que nous devons valoriser. Diapositive suivante. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la qualité, car c'est un label de qualité, la qualité de nos soins, de notre recherche, des interactions des soins avec la recherche. C'est structurer notre dimension cancer au sein de la PHP, puisque nous sommes aussi un CHU multidisciplinaire et qu'il faut donner cette visibilité à la cancérologie qui est souvent très transversale. Augmenter notre visibilité en interne, mais aussi au niveau national et internationale dans une activité dont vous savez qu'elle est particulièrement concurrentielle. Et puis, c'est la possibilité de participer à un réseau européen d'excellence avec tous les plus grands centres de cancérologie intégrés d'Europe. Donc, comme nous vous le disions, on va lancer les animations. Les 7 sites hospitaliers de notre GHU comprennent absolument toutes les disciplines de la cancérologie, de l'hématologie à la cancérologie solide, de la cancérologie adulte. On va lancer les animations. À la cancérologie pédiatrique, avec des structures qui sont originales et très bien développées, des centres de recherche clinique de phase 1, tant sur Saint-Louis que sur Bichat-Beaujon, et puis des activités chirurgicales et médicales particulièrement qui ne sont pas forcément représentées ailleurs au sein de la PHP. Diapositive suivante, comme la neuro-oncologie par exemple. Diapositive suivante. Alors, cette accréditation passe par tout un process assez complexe qui consiste à être membre de l'OSCI, ce que nous sommes depuis cette semaine, à poser officiellement notre candidature, et ça sera en 2022, après déjà près de 2 ans de travail préparatoire, à réaliser une auto-évaluation de ce que nous sommes pendant 1 an, qui sera basée sur des travaux qui ont déjà eu lieu dans toutes les disciplines qui représentent nos axes d'activité. Et puis, nous nous préparons à une visite sur site d'experts européens pour valider nos affirmations avec un label que nous espérons obtenir en mai 2024, qui aura une durée de 5 ans avant renouvellement, puisque comme toutes les accréditations, ces accréditations doivent renouveler. Nous devons montrer notre souci constant d'amélioration au fil du temps. Diapositive suivante. Donc, nous sommes au début de ce process. Nous venons cette semaine officiellement de déposer notre membership auprès de l'OSCI. En juin 2022, notre dossier de demande d'accréditation sera déposé. Il y a encore beaucoup de travail sur la qualité de nos processus qui aura lieu pendant l'année à venir, avant cette visite sur site qui sera déterminante pour l'obtention de ce label. Donc, vous voyez, c'est un process de très long cours et nous avons déjà commencé avec de très nombreuses personnes au sein du GHU depuis 1 an et demi, 2 ans, ce travail préparatoire. Diapositive suivante.
Nous nous sommes structurés. Donc, l'Institut du cancer, c'est un conseil d'administration que je ne vous décrirai pas, que vous voyez affiché. C'est un comité de pilotage avec une équipe resserrée de coordination au sein de laquelle j'ai un énorme plaisir à travailler avec Céleste Lebé et Hélène Gilardi. Diapositive suivante. Et puis, c'est surtout les acteurs de terrain qui sont articulés autour de 30 programmes, 30 axes thématiques, qui ont déjà travaillé depuis près de 4 mois à un projet médico-scientifique qui constituera notre projet médico-scientifique global de l'Institut du cancer, à partir duquel nous allons structurer donc toutes nos activités, les coordonner et essayer de les intégrer dans une démarche qualité avec des très hauts niveaux d'exigence pour l'accueil des patients, la réalisation de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Voilà en quelques mots ce vers quoi nous nous destinons. Et Céleste et moi sommes prêts à répondre à toutes les questions que cette courte présentation aurait suscitées. Peut-être avant les questions, Gérard, remercier, je dirais, au passage, évidemment les directions fonctionnelles qui nous accompagnent avec beaucoup d'efficacité et de bienveillance, et puis tous nos collègues. On est en train de recevoir tous les programmes là, qui ont été lancés, et je suis extrêmement impressionnée de l'investissement qui a déjà été fourni par ces collègues. Absolument. Et on voit là, toute la richesse qui est de notre GHU dans le domaine de la cancérologie, avec d'ailleurs des activités que nous ne connaissions pas et que cette démarche permet d'identifier. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être sur ta présentation, Gérard, je n'en vois pas. Je ne vois pas de questions sur le chat, on va les surveiller et puis on pourra les regrouper peut-être à la fin des interventions. Donc, Gérard et Céleste, je vous propose peut-être d'enchaîner sur la suite. Et puis, évidemment, hein, on est une soixantaine de participants, 58 exactement. Donc, pour les collègues qui se connectent, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse les récupérer. Vas-y. Non, vas-y, excuse-moi, Gérard, vas-y. J'ai grand plaisir donc à introduire la présentation coordonnée par le professeur Luis Texera sur le Cénopôle de l'hôpital Saint-Louis. J'ai un attachement très sentimental à ce Cénopôle puisque j'ai été très très modestement, il y a très très longtemps, un élève de Michel Marty, qui est un de nos grands anciens. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je donne la parole à Louis et à toute l'équipe du Cénopôle pour nous présenter cette activité d'excellence. Bonjour à tous, merci Gérard. Il y a de la place en consulte, si tu veux. Je vais vous présenter le Cénopôle. Avec ma collègue, le docteur Ken Dodi, qui est responsable de l'unité de chirurgie mammaire, le docteur Amaury de Goubello, médecin de ville avec lequel on travaille beaucoup, et madame Marie-Chantal Zappa, qui est une de nos patientes. On a voulu faire quelque chose d'assez réaliste et comme on le fait, assez global. Diapositive suivante. Alors, le Cénopôle de l'hôpital Saint-Louis, en fait, du territoire Corse-Nord, c'est une structure qui a été créée en 2016, qui faisait suite au Centre des maladies du sein, puis on a voulu regrouper dans ce projet un peu tout le monde, une entité médico-chirurgicale, mais également avec nos collègues radiologues qui sont implantés avec nous. Diapositive suivante. Alors, lorsqu'on resitue deux mots de chiffres, la scénologie, tant au sein de la paix qu'au sein du GHU Nord, ce qu'on voit, et je dois ces diapositives à Thomas Paricio qui nous a montré hier, vous êtes trop vite, que globalement, la scénologie du GHU Nord représente quasiment 38% de celle de la paix, en tout cas en 2018, avant le Covid. Et s'agissant de Saint-Louis-la-Rivoisière au sein du GHU, en gros, c'est 84% des patients pris en charge. Diapo suivante. Donc, l'intérêt du Cénopôle, le pourquoi du Cénopôle, ça permettait d'avoir, dans un même lieu unique, la consultation des différents intervenants, scénologues, oncologues ou gynécologues, les chirurgiens de l'unité de chirurgie mammaire et nos collègues de la Rivoisière qui nous ont rejoints, de disposer d'un plateau d'imagerie scénologique dédié. Tout y est fait, sauf l'IRM qui est en radiologie, puisque la machine est quand même importante. Un secteur d'hospitalisation de jour, des infirmières de coordination, en gros, tout le confort moderne. Et on a la chance, s'agissant de Saint-Louis, mais les autres sites ont également de la chirurgie, d'avoir la chirurgie mammaire, de la chirurgie plastique, j'y reviendrai,
la radiothérapie, l'oncogénétique et des plateformes de haut niveau. Diapositive suivante. Alors, quels sont nos points forts s'agissant du Cénopole de Saint-Louis, mais pour le territoire Cancer Nord? Diapo suivante. Alors, la première, c'est qu'on a des radiologues qui sont vraiment dédiés. Alors, vous voyez à droite M. de Basler, qui est responsable de l'imagerie cénologique. Par rapport à l'imagerie classique, on a comme expertise et spécificité sur Saint-Louis d'avoir la possibilité de faire des biopsies sous IRM, c'est-à-dire que des anomalies uniquement détectées à l'IRM, sans cible échographique, on peut les biopsier sous IRM, ce qui demande une certaine technicité et n'est pas faisable partout. Dans les autres innovations, en termes de radiologie interventionnelle, il y a la possibilité de faire des cryothérapies. Alors, il y a des indications qui sont très, très limitées, mais qui nous rendent de grands services. L'idée étant de pouvoir détruire des lésions mammaires, principalement lorsqu'il y a une contre-indication à la chirurgie. Diapositive suivante. Alors, d'un point de vue biologique, on a la chance d'avoir, et être le seul centre de la paix, d'avoir des signatures moléculaires faites sur site. Alors, c'est un des tests qui est utilisé, mais qui nous permettent d'affiner grandement les indications de traitement adjuvant, notamment de chimiothérapie. Donc, ça, c'est une des signatures. Donc, c'est Mme Emalché dans l'unité fonctionnelle d'oncologie moléculaire au sein du département de génomique qui fait ça pour nous, qui nous aide énormément. Diapositive suivante. Bien, donc je prends la suite de Louise pour vous parler d'une autre technique, cette fois-ci de radiothérapie péropératoire qui est déclinée en routine à l'hôpital Saint-Louis. Et je rappelle que nous sommes le seul centre à effectuer ce type de procédure d'irradiation. Donc, il s'agit d'une technique d'irradiation des cancers du sein dès lors qu'ils ont été traités de façon conservatrice, c'est-à-dire que le chirurgien se propose d'enlever la tumeur sans enlever le sein. Et donc, de façon quasi obligatoire, il s'en suivra une irradiation chez ces patientes qui, en situation conventionnelle, va s'étaler sur une durée d'environ 5 semaines. Donc, comme alternative à cette irradiation classique, nous avons développé la technique de radiothérapie péropératoire qui consiste à irradier le sein dans certaines indications, et je dis bien dans certaines indications, ce n'est pas une technique qu'on peut proposer à toutes les patientes ni à tous les types de cancers. Donc, globalement, aux tumeurs de bon pronostic qui sont traitées par chirurgie conservatrice. Donc, quelle est la procédure de cette radiothérapie en un temps, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Donc, sur l'image du bas, vous voyez le chirurgien qui est en train d'achever son exérèse tumorale. Et donc, à la suite de l'ablation de la tumeur, eh bien, il y a le lit tumoral qui est vide et on va placer le dispositif que vous voyez au milieu de l'image. Alors, ce dispositif comporte un applicateur, c'est la sphère ocre que vous voyez en bas et qui comporte une aiguille qui, elle, est une source de rayons X. Donc, cet applicateur va mouler la loge de tumorectomie, comme vous le voyez sur l'image de droite, et donc délivrer une dose de radiothérapie de 20 Gray, donc en une seule séance. Donc, cette technique-là est particulièrement intéressante parce que le geste chirurgical et le geste de radiothérapie sont effectués dans le même temps sous anesthésie générale. Et donc, pour les patientes âgées, par exemple, ou pour toutes les patientes qui ont plus de 65 ans et une tumeur de bon pronostic, eh bien, ça évite 5 semaines de venue à l'hôpital avec des résultats en termes de rechute locale, puisque c'est ce qu'on va observer pour ces traitements locaux-régionaux des cancers du sein. Donc, locaux-régionaux, c'est chirurgie et radiothérapie. Il n'y a pas de différence significative entre une irradiation conventionnelle sur 5 semaines et cette radiothérapie en une seule séance au bloc. Diapo suivant. Alors, dans les points forts également, la présence d'unités d'oncogénétique qui prend en charge nos patientes pour lesquelles on sait que dans le cadre du cancer du sein, 5 et 6 % sont liés à des mutations. Donc, Mme Odile Cohen-Auguer qui gère cette unité, avec de plus en plus d'indications nous concernant, puisque maintenant, dans le cadre des mutations BRCA1 et 2, et probablement pas le V2, il y a maintenant des indications thérapeutiques qui ne fonctionnent que dans cette population de patientes. Donc, de circuits le classique qui était la mise en évidence de mutations à visée constitutionnelle, qui est toujours nécessaire, y compris pour pouvoir traiter les patients en diagnostic. Il y a un circuit beaucoup plus rapide lorsqu'on doit traiter les patients
notamment en situation métastatique, où il nous faut l'information rapidement. Donc, Mme Cohen-Noguin a mis en place ces 2 circuits, ce qui nous rend de grands services en lien avec le département de génomique et Mme Lehmann-Scheu. Diapo suivante. Donc, la chirurgie de reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge des cancers du sein dès lors qu'on s'intéresse à des mastectomies. Donc, cette reconstruction mammaire s'effectue soit de façon immédiate lors de la chirurgie d'exérèse, donc dans certaines indications oncologiques pour la tumeur considérée. Et donc là, la reconstruction se fait habituellement à Saint-Louis à 2 équipes, donc avec le chirurgien cancérologue du sein et le chirurgien plasticien. Donc, une reconstruction qui a été discutée de façon collégiale avec les équipes chirurgicales et les patients. À côté de la reconstruction immédiate, il y a la reconstruction différée, donc différée après le traitement adjuvant, c'est-à-dire après la chirurgie première, la chimiothérapie, la radiothérapie. Cette chirurgie de reconstruction différée intervient habituellement entre 9 et 12 mois après l'ablation du sein, et donc elle est effectuée avec les techniques les plus conventionnelles reconnues par la spécialité de chirurgie reconstructive, merci, soit par lambeau, soit par prothèse, lipofilling. Donc, les décisions sont prises de façon collégiale par les chirurgiens plasticiens et avec les patientes. Donc, cette prise en charge en chirurgie plastique se fait de façon particulièrement fluide, avec des délais courts et avec un engagement très clair de chirurgie sans reste à charge pour les patientes. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, on a la chance d'avoir une unité de recherche clinique, une équipe de recherche clinique dédiée, spécifique, qui ne fait que des protocoles en cancer du sein. Alors, notamment Mme Laetitia Sommet que vous voyez là, et je suis secondé par le Dr Giachetti pour mener à bien ces recherches. Donc, on a une augmentation du nombre d'études et de patientes incluses. Et lorsqu'il s'agit de faire des phases 1, on a la chance d'avoir le CIC, qui est un clip labellisé un casque, qui nous des forces pour pouvoir couvrir en gros de la phase 1 à la phase 4 des études en scénologie médicamenteuse ou autre PHRC académique et industrielle. Diapositive suivante. Alors, on démarre la recherche paramédicale. Alors, malheureusement, Mme Pinault est d'un contretemps, donc elle ne peut pas être là, mais globalement, l'idée, c'est effectivement sur paramédical d'amorcer cet axe également. Donc, l'idée, là, c'est une application de suivi de gestion de toxicité et de suivi de patients, notamment de thérapie orale. Et Mme Pinault travaille de concert avec cette boîte qui s'appelle OncoRes et a participé à la mise en place de cette étude qui vise à voir l'intérêt de ce mode d'application dans la gestion au quotidien de ces patients. Et on espère que Mme Pinault pourra poursuivre et en faire sa thématique de recherche dans son prochain master d'infirmière de pratique avancée. Diapositive suivante. Alors, la recherche clinique est aussi accompagnée de recherche transactionnelle. Donc, on est pour certains dans une unité INSERM au niveau de l'Institut de recherche Saint-Louis, Mme Cahen-Dodi, Mme Cahen-Reganoer, Jacques Niemanché et moi-même. Et nos collègues chirurgiens de la Lariboisière qui nous ont rejoints sont, eux, affiliés à une unité UMRS, qui est ESEV, qui est plutôt basée sur l'épidémiologie. Diapositive suivante. Alors, les activités sportives et soins de support, ça, c'est une des thématiques importantes du service depuis très, très longtemps, bien avant la Camille et ce genre de choses. Mme Cuvier est très impliquée et travaille énormément sur ces thématiques. Ça va de l'escrime au tennis, vous voyez, la marche nordique, le yoga et le body gym. Ça fait un bien fou aux patientes, très honnêtement. C'est un très utile complément de tout ce qu'on fait en biologie moléculaire. C'est très chouette et les patientes en sont vraiment ravies. Diapositive suivante. Alors, le réseau, puisqu'on est de plus en plus dans le fonctionnement réseau ville-hôpital depuis des années. Pour le coup, je crois qu'on était avant-coureur. Marc Espy avait très tôt senti les choses. Et avec Edwige Bourstine et Mme Carcopino par le passé, avait mis en place le réseau ville-hôpital, le réseau Saint-Louis, réseau Saint. Diapositive suivante. Alors, les projets, puisque ça, c'est ce qui existe, qu'on voudrait faire. Diapositive suivante.
Donc l'idée, c'est de créer une fédération de scénologie pour tout le GHU Nord et que tout ce petit monde puisse travailler ensemble en bonne intelligence, ce qui est le plus simple. Comme vous le voyez, des interactions de plus en plus fortes avec la gynécologie du service de gynéco-obstétrique de la Régosière. D'ailleurs, l'unité de chirurgie mammaire devrait être attachée à ce service à l'horizon 2023. Et tous les différents intervenants qui interviennent dans la prise en charge de ces patientes. Diapositive suivante. Le but étant effectivement d'harmoniser les parcours avec double entrée, médicale ou chirurgicale, qui est une des caractéristiques Saint-Louis médico-chir, mais très médical, et les restes des autres sites plutôt très chirurgicaux. Le but ayant, ce qu'avait dit M. Zachman, d'avoir une harmonisation du parcours et suivant la porte d'entrée, un peu la même proposition et l'accès au même type de soins. Diapositive suivante. Alors, la labellisation, il y a deux grands groupes des centres spécialisés du cancer. Donc, on a déjà un label international de scénologie, de la Société internationale de scénologie, l'un des groupes importants. Ce qu'on vise, nous, et ce qui serait notre pierre à l'édifice pour l'OECI, c'est d'avoir également le label européen, ce qui permettrait d'alimenter le projet de l'OECI. Comme ça, nous, on l'aurait, puis ça permettrait de majorer les choses. Diapositive suivante. Alors, les projets SOS 100, donc porteur de projet Laurence. Alors, SOS 100, donc, on se propose, à compter de janvier 2022, de déployer sur le site de Saint-Louis un accueil des urgences de scénologie. Donc, c'est un concept nouveau, une offre de soins nouvelle, différente de ce qui existe déjà, à savoir donc les accueils avec diagnostic en une journée qu'on a déjà déployé dans d'autres sites de la paix qui font de la scénologie. Là, c'est plutôt un SOS 1, donc un accueil des urgences différent d'un SAU, bien évidemment, mais c'est une offre de soins qui permettrait quasiment en temps réel à toute patiente ou à tout professionnel de santé de contacter le SOS 1 pour avoir un avis sur une prise en charge jugée urgente. Alors, un exemple tout à fait typique, c'est la patiente qui va se réveiller en sentant une masse, un nodule dans son sein, qui ne sait pas trop où consulter, qui est un peu effrayée par tout ça. Elle saura qu'il y a à Saint-Louis ce SOS 1 qui va pouvoir répondre en temps réel à sa demande. Alors, c'est un service dans lequel on ne va pas aller consulter directement. Il faut s'enregistrer préalablement sur un Doctolib dédié. Et là, en temps immédiat, une infirmière de régulation va rappeler la patiente pour évaluer le degré de l'urgence, un petit peu comme fonctionnent les régulateurs de SAMU. Donc, dès lors que l'urgence aura été évaluée, cette infirmière sera habilitée à donner un rendez-vous le jour même ou au plus tard dans les 72 heures à la patiente. Donc là, la patiente se rendra dans un site dédié qui sera dans le prolongement géographique du Cénopôle pour qu'il y ait cette unité de lieu qui est importante dans notre activité de scénologie. Et donc, la patiente sera reçue par un médecin ou un chirurgien scénologue senior, et j'insiste sur la seniorisation de cette activité, donc qui pourra faire le point sur la pathologie mammaire considérée et donner les directives d'orientation ou de prise en charge à Saint-Louis. Donc, la prise en charge médicale donc, sera assurée par tous les médecins et les chirurgiens qui participent à l'activité de la scénologie à Saint-Louis. Un personnel non médical dédié est recruté à cet effet, donc une infirmière de régulation et par la suite une assistante médico-administrative. Diapo suivante. Donc, quel est l'intérêt de cette structure finalement? Eh bien, c'était de mettre à profit toute l'expertise de l'hôpital Saint-Louis dans les thématiques de la scénologie. Alors, dans le cancer, bien évidemment, mais aussi dans toute la pathologie du sein bénigne et à risque, qui, je le rappelle, est abondante et souvent mal connue en ville. Donc,
c'était aussi ça, c'est le cancer, mais pas que. Donc, l'idée étant de renforcer le maillage territorial avec les praticiens de ville et les établissements de soins non spécialisés en scénologie, puisque nous comptons sur cette réaction entre les différents protagonistes de l'activité de scénologie, l'idée n'étant pas de ramener sur le site de Saint-Louis toutes les patientes qui vont justifier d'un bilan d'imagerie mammaire ou de biopsie, mais aussi faire participer donc les radiologues de ville, tous les praticiens qui vont pouvoir travailler avec nous sur cette thématique-là. Donc, il s'agit d'une offre de soins élargie par rapport à ce qui est fait dans les centres de lutte contre le cancer, puisque bien évidemment, notre prérogative première, c'est la cancérologie du sein, mais aussi donc toute cette thématique de la pathologie bénigne et à risque, qui est un peu notre spécificité aussi à Saint-Louis. Enfin, développer un tel projet, eh bien, c'est se mettre en parfaite adéquation avec le 4e plan cancer, qui, je le rappelle, prône le développement de la prise en charge des urgences en cancérologie. Diapo suivante. Alors, on va passer la parole finalement à nos collègues avec qui on travaille. Bonjour, donc moi j'interviens, en fait, c'est une intervention de témoignage. Je crois que j'ai qu'une seule diapositive, c'est celle-là, donc ça va être assez bref. Simplement, je suis un médecin généraliste, ça fait 25 ans, et je bénéficie de la proximité géographique de Saint-Louis, puisque je suis installé à 200 mètres dans une MSP où il y a 4 médecins généralistes et d'autres professionnels. Bon, je dois être honnête dans mon intervention quand même, parce que je bénéficie quand même d'un relationnel particulier, puisque j'ai participé dans le passé au réseau Saint-Louis. J'ai été même coordinateur à un moment donné de la branche cancer du réseau Paris-Nord qui n'existe plus. Et puis, j'ai une petite activité en urologie, en cancéro-urologie à Saint-Louis. Donc, j'ai une sensibilité particulière et un relationnel particulier. Ceci dit, effectivement, dans toute mon expérience, effectivement, je dois reconnaître que ça marche très bien en termes de relais dans les deux grandes situations qu'on rencontre. Soit on a des patients qui ont un diagnostic effectif de cancer qui a été établi par une structure de ville, et dès lors, on essaye d'être le plus rapidement possible en lien avec le service de scénologie de Saint-Louis. La gravité de la chose est évaluée par le service, mais il est important aussi que ce service, et c'est ce qui est fait, retourne rapidement pour les patients qui sont souvent dans un état psychologique un petit peu, comme on comprend, stressé. Donc, il y a l'aspect gravité qui doit être évalué, mais aussi l'aspect psychologique de ressenti des patients. Et donc, on a ce plaisir de voir la réactivité de ce service dès lors qu'on a transmis, que ce soit par mail ou par téléphone, le dossier. Et on a souvent un retour des patients qui nous avertissent, et on leur demande de nous avertir dès lors qu'effectivement le service a réagi. Donc ça, sur une quinzaine d'années, là, je dois reconnaître que ça marche très bien. La deuxième chose, c'est effectivement toutes ces pathologies pour lesquelles le diagnostic à l'impact n'a pas été encore établi. Et donc, il y a besoin effectivement quand même d'une prise en charge relativement rapide avec des imageries complémentaires et des biopsies. Et de cette même façon, effectivement, là, il y a peut-être moins de stress chez les patients puisque le diagnostic n'est pas certain, mais c'est effectivement cette capacité du service à bien réagir rapidement, que ce soit par notre contact par mail ou par téléphone, pour prendre en charge les patients. La dernière chose, c'est le suivi après. Bon, moi, je dois reconnaître que tout ce qu'on peut reprocher de temps en temps sur les histoires de compte-rendu qui n'arrivent pas, ces choses-là sont de moins en moins évidentes parce qu'on reçoit bien les courriers, et puis en plus, maintenant, il y a toute la messagerie cryptée qui fait qu'on reçoit aussi assez rapidement tout le suivi des patients. Et on a la possibilité, si entre des consultations de spécialistes, voir qu'il se passe quelque chose, si les patients veulent bien venir nous voir, c'est le seul message que je voudrais faire passer, c'est que les spécialistes, d'une façon générale, doivent inciter les patients à revenir voir, même si c'est compliqué, parce qu'ils sont déjà saturés par toutes ces consultations, ces chimios, tout ça à faire. Il est important pour nous de les voir de temps en temps, parce que quand ils viennent nous voir, qu'on a déjà une dizaine de comptes rendus qui se sont accumulés, on les a perdus de vue, c'est pénible et c'est parfois un peu difficile d'être à la hauteur de répondre à ce qu'ils ressentent et puis de réagir de façon, sur le plan médical, correcte. Voilà, c'est tout.
n'attendais pas plus. Merci, docteur de Gouvéo. Madame Zaffa, diapo suivante, s'il vous plaît, Madame Anne-Guilhem. Voilà. Vas-y, Madame Zaffa, c'est pour vous. Voilà. Je suis une simple patiente, mais franchement, il y a 7 ans, quand j'ai fait le saut dans l'inconnu de venir ici avec une simple petite lettre, j'ai eu la chance d'être prise en charge dès le début jusqu'à ma guérison, vous voyez. Donc, mais ça n'était pas si simple. Quand vous entendez le mot cancer et que dans vos antécédents, vous ne savez rien, mais franchement, j'ai eu la chance d'être prise par une équipe. Franchement, c'était de la famille. Ils m'ont pris du début jusqu'à la fin, m'aiguillant vers les services. Et souvent, vu que j'habite la banlieue parisienne, ils essayaient de me donner à peu près 2 rendez-vous dans le même jour s'il y avait une coordination. Mais franchement, je ne sais pas, mais je me dis c'est peut-être la providence ou la chance d'être tombée à l'hôpital Saint-Louis. Mon oncologue, je ne vais pas mentir, c'est le docteur Texera. Et j'ai été opérée par Madame Kael Douadi. Et franchement, ils m'ont prise en charge, ils m'ont réconfortée. De l'infirmière, je dirais, du début jusqu'à la fin, c'est toute une équipe. Mais j'étais comme une reine dans une ruche où c'était moi la reine, il y avait toutes les ouvrières. J'ai jamais manqué de rien et jusqu'à présent, je me dis franchement, je ne peux pas imaginer que ça existait. Mais je remercie encore toute cette équipe, tout ce personnel. Je me dis que si quelqu'un avait un préjugé à dire l'hôpital ceci, l'hôpital cela, écoutez, il faut qu'on pense à eux parce que franchement, ils sont dignes et ils nous accompagnent jusqu'à notre guérison. Et si je dis notre morale, c'est 50% de notre guérison et ils sont là pour nous l'apporter. S'il faut que j'apporte une petite pierre à l'édifice, pourquoi pas? Voilà. Eh ben, franchement, j'ai dit tout ce que je voulais parce que en vrai, c'est ça. Franchement, j'ai encore les larmes aux yeux parce que c'est ça. Bon, alors je précise qu'on n'a pas répété. Hein. C'était pas comme ça. Merci beaucoup, je vais relire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors le truc, effectivement, ce que Mme Zaffa traduit, hein, avant tout, c'est une équipe. Alors je profite de l'occasion pour les remercier vraiment toutes. Équipe médicale et chirurgicale. Hein. Nos collègues de la Rivoisière qui maintenant opèrent aussi à Saint-Louis sont présents ici. Monsieur Huchon, Madame Eva Marchand, Henri Orphelin qui est chirurgien, unité de chirurgie mammaire. C'est vraiment du côté médical et médico-chirurgical, tout le monde travaille ensemble. L'équipe qui est au milieu, c'est du Cénopole. Hein. On va faire simple, c'est les patients qui en parlent le mieux. Ça fait très argument de vente, marketing, mais globalement, moi je voulais remercier l'équipe. Je le dis très sincèrement et très simplement, parce qu'elles ont à cœur le service public d'une part, là-dessus on se rejoint toutes. Et par ailleurs, il y a vraiment le fait qu'on tient à faire du qualitatif, et je le dis très honnêtement, bien plus que du quantitatif, et ça on y tient. Voilà, on essaie de faire au mieux dans les conditions qui sont les nôtres, avec ce qu'on a. On espère se développer et faire mieux, on a besoin d'aide, on compte sur tout le monde pour y arriver. Et dernière diapo, et je crois qu'on est dans le timing. Alors ça, je pense que ça ne va pas marcher, mais Madame Ine, si vous arrivez, Madame Ine, si vous arrivez à faire parler de Madame Ine Rondeau, c'est pas mal, c'est vous qui en êtes à l'origine. Après, les patients, c'est peut-être certaines personnalités qui en parlent le mieux, finalement. Avec le son. Ah. Il faut tourner le son. Ouais, il n'y a pas le son. C'est possible de revenir un tout petit peu en arrière avec le son? On ne sait pas encore lire sur les lèvres. Hein. Ben non. J'essaye de repartager le son. 2 petites secondes. Je profite d'Octobre Rose pour rappeler aux femmes à quel point c'est important de se faire dépister pour toutes les maladies du sein.
Je félicite également toute l'équipe du Cénopole de l'hôpital Saint-Louis. Si dévouée. Merci pour tout ce que vous faites pour les patientes atteintes de ce problème. Pris à temps le cancer du sein, vous pouvez vous en sortir. Alors, n'hésitez pas. Faites-vous dépister. Bonne chance. Je vous embrasse. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Alors, c'est une overview du Cénopole dans toutes ses dimensions. Et si vous avez des questions, je crois qu'on est dans les temps. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Madame Zaffa pour son témoignage particulièrement émouvant. Et bravo pour la chute, là. Je crois que effectivement la vidéo de Lynn Renaud, il ne fallait pas qu'on la loupe. Je suis sûre qu'il y a des questions. Je ne les vois pas. Si j'en vois une, le traitement par cryothérapie, dans quel cas, quel effet thérapeutique? Je ne sais pas si Laurence ou Louise, qui de vous deux? Alors, pour l'avoir envoyé très souvent, au jour d'aujourd'hui, dans ce qui est validé pour le sein, ce n'est pas le cas pour d'autres choses, les radiologues seraient plus à même d'en parler, mais globalement, nous, on le réserve principalement lorsqu'il y a plutôt une contre-indication chirurgicale, parce que ça reste quand même le traitement premier est chirurgical et il n'y a pas de discussion. Quand il y a des contre-indications chirurgicales ou que c'est très compliqué, ça rend des services. Et alors, c'est en train d'être évalué, pour savoir si ça peut, en termes de rechute locale, ce genre de choses. On n'a pas eu de catastrophe. Alors, c'est peu de malades, pour être très honnête. Ce n'est pas quelque chose qui est proposé comme ça. Mais ça rend d'énormes services quand on est coincé d'un point de vue chirurgical sur des comorbidités importantes. Et on en a maintenant une expérience. Je crois qu'il y a Bordeaux et nous qui en ont une grosse expérience en France. Si je n'ai pas de bêtises, Cédric le préciserait utilement. Enfin, il est en congé, je crois. Mais c'est les deux gros centres, c'est vraiment Bordeaux et nous. Avec des indications de taille tumorale aussi. Et on propose plus souvent quand même cette technique à des patientes âgées, voire très âgées, pour qui une anesthésie générale pourrait générer des inconvénients particuliers inhérents à l'âge et aux comorbidités. Et c'est effectivement l'occasion de souligner, peut-être si vous êtes d'accord, l'importance de la radiologie interventionnelle qui est particulièrement bien représentée dans notre GHU et en particulier à Saint-Louis. Moi, j'avais une question pour vous et particulièrement pour Laurence là, qui nous a parlé de SOS Sein. C'est un projet que je trouve extrêmement important et magnifique. Comment vous allez faire pour ne pas être débordé parce qu'il va y avoir une demande incroyable, je pense. Alors, donc, justement, c'est qu'il y a cet enregistrement préalable des patients sur le site Internet qui va permettre de faire un tri sur les demandes parce que nous, on veut voir des patientes pour lesquelles nous sommes en capacité de répondre, à savoir une lésion apparue de novo, une patiente qui vient de faire une mammographie et à qui le radiologue signifie qu'il y a une anomalie et qui va être en difficulté d'avoir un rendez-vous rapide chez son gynéco ou chez son médecin généraliste. Donc, voilà la réponse. Après, on sait qu'on risque d'être débordé par des patientes qui sont déjà en cours de chimiothérapie dans un autre centre et qui vont vouloir un deuxième avis, ou bien des patientes qui vont venir directement en vue d'une chirurgie de plastie mammaire de réduction ou d'augmentation. Donc, il va y avoir ce tri, en quelque sorte, par l'infirmière de régulation qui va juger de l'urgence. Et donc, bon, on imagine que voilà, la situation, si elle est bien ficelée et qu'il y a vraiment un degré d'urgence particulier, le chirurgien senior en poste sur les urgences seins le jour considéré recevra les patientes donc, sur des plages horaires qui iront en gros de 8h30 à 17h. Et puis, s'il y a encore un petit bilan complémentaire à faire, l'infirmière de régulation sera en capacité, sous contrôle du médecin référent, de prescrire et d'envoyer par mail une indication de mammographie, d'échographie qui pourront être faites très rapidement en ville. Donc, l'idée, c'est de ne pas surcharger le service de radiologie de l'hôpital. Et donc, d'ores et déjà, nous avons pris des contacts avec les collègues radiologues en ville, notamment, pour qu'ils puissent assumer cette part de l'urgence aussi.
Donc, c'est vraiment coordonner tous les intervenants de l'hôpital et de la ville pour cette même destination qui est la prise en charge des patientes qui ont un problème a priori urgent de pathologie mammaire. Mais je pense qu'on va arriver à prendre en charge. C'est-à-dire que si on voit une douzaine de patients par jour au début, je pense que ça sera déjà très bien. Il va sans dire qu'il va devoir y avoir une communication bien faite en ce sens, institutionnelle et via les médias que nous connaissons déjà. Merci beaucoup, Laurence. Je vois que c'est bien cadré et je suis très, très admirative. Alors, il y a une question, je retourne au topo de Gérard, une question que je vais poser à Gérard, qui est sur la recherche paramédicale. Une de nos collègues s'inquiète du fait que la recherche paramédicale soit représentée dans le programme de l'OECI. Gérard, un élément de réponse? Oui, bien sûr, elle le sera. C'est une dimension tout à fait importante et émergente de la recherche en cancérologie. Alors, vous savez que nous avons plusieurs IPA, c'est-à-dire ces infirmières qui ont une formation complémentaire de niveau master qui ouvre d'ailleurs sur cette recherche paramédicale. Plusieurs IPA donc, qui ont été diplômés cette année et l'année dernière, notamment dans le domaine du cancer. Et bien évidemment, nous serons aux côtés des personnels paramédicaux qui se lancent dans cette dimension de la recherche paramédicale qui est identifiée tout à fait dans les différentes remontées qui nous sont faites, des axes thématiques qui sont en train d'écrire leurs projets médico-scientifiques. Donc c'est une dimension qu'on a bien en tête et qu'on favorisera et qu'on soutiendra bien évidemment. Gérard, c'est effectivement quelque chose de très important. Alors, pour ne pas je dirais, prendre trop de retard, je souhaiterais que nos collègues du Cénopole puissent rester avec nous en cas de questions plus tardives, mais je vais sans plus tarder introduire le topo suivant. Alors, on a entendu la voix des cliniciens et de leurs patients. Là, on va entendre la voix d'acteurs incontournables, indispensables de la cancérologie, qui sont les pathologistes, les radiologues, les médecins nucléaires. On va les entendre au travers de la voix du professeur Valérie Paradis, qui est chef du service de datopathologie de l'hôpital Beaujon, qui va nous parler d'imagerie et cancer, un DMU, DREAM, un FHU mosaïque, et qui va notamment, à travers son exposé, illustrer une autre grande vitrine de notre GHU, qui est l'activité des pathologies et de pancréatologie. Valérie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Céleste, et lourde tâche de passer après des témoignages aussi émouvants, et vraiment bravo à Saint-Louis pour ça. Alors, diapositive suivante, Céleste l'a rappelé, mais effectivement, je ne peux pas m'empêcher de commencer en disant que l'imagerie médicale occupe une place centrale dans la prise en charge des patients avec cancer. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Et avec plusieurs missions et qui s'échelonnent tout le long du parcours du patient. Ça démarre au dépistage, au diagnostic, au pronostic du cancer, mais également au suivi et à la prédiction de la réponse thérapeutique. Diapositive suivante. Alors, l'imagerie médicale, c'est une discipline transversale qui va regrouper différentes spécialités qui vont nous permettre d'acquérir des informations multi-échelles et très complémentaires. La radiologie conventionnelle va nous donner des informations à l'échelle macroscopique, la localisation, le nombre de nodules, la taille, des caractérisations un peu plus fines. La médecine nucléaire va nous renseigner sur des informations à l'échelle fonctionnelle. Et puis enfin, l'histologie et la pathologie moléculaire va nous donner des informations directement issues des molécules, des cellules et du tissu. Diapositive suivante. Alors, l'imagerie médicale et cancer à la PHP.Nord, c'est structuré avec un DMU, le DMU DREAM, qui va donc comprendre l'ensemble des services de radiologie, de médecine nucléaire, d'anatomie pathologique, mais également d'exploration fonctionnelle, qui sont donc situés sur les différents sites hospitaliers d'APHP.Nord et qui sont adossés à des plateaux techniques très performants.
C'est également structuré, diapositive suivante, avec un FHU qui a été un projet labellisé en 2019, et je reviendrai un peu dessus, où on a mis au centre l'imagerie médicale au service du cancer. Et enfin, diapositive suivante, différents centres de recherche avec différentes équipes, et Gérard Zachman l'avait bien souligné en tout début de présentation, avec des mots-clés très importants comme inflammation, fibrose, lésions prénéoplasiques et cancer, avec des axes plus spécialisés et développés en pathologie digestive, pulmonaire, cutanée, et on l'a bien vu, mammaire. Et dans ces centres de recherche, il y a également des plateformes technologiques de très haut niveau, de la microscopie confocale, la microscopie intravitale, un département d'imagerie dédié aux modèles expérimentaux, etc. Diapositive suivante. Alors, actuellement, dans le parcours clinique du patient qui arrive à l'hôpital avec un cancer, il va y avoir différentes imageries qui vont être effectuées et qui vont être analysées de façon indépendante. Et notre objectif, diapositive suivante s'il vous plaît, c'est de mettre en commun l'ensemble de ces images qui vont être issues des différentes sources dont on a parlé, parce que les informations qu'elles vont nous apporter ne sont pas redondantes. Ce sont des informations qui sont complémentaires. Diapositive suivante. Et diapositive, merci. Et donc, en intégrant ces images et en faisant appel à des approches d'intelligence artificielle, ça va nous permettre, d'identifier des critères qui sont invisibles à l'œil, de traiter un grand nombre de données, 3, de développer des algorithmes qui vont être une aide au diagnostic, à la prédiction de la réponse au traitement, à la prédiction du pronostic, etc. Et enfin, un axe physiopathologique qui va nous permettre de mieux comprendre les liens entre les biomarqueurs qui sont issus des images avec les modifications morphologiques et physiques des tissus. Diapositive suivante. Et au final, cette imagerie intégrée intelligente va nous permettre de caractériser au mieux le processus tumoral pour proposer aux patients une prise en charge très personnalisée. Diapositive suivante. Et alors, ce concept d'imagerie intégrée s'applique particulièrement bien à la pathologie tumorale, qui, on sait, est un tissu très hétérogène, et que cette hétérogénéité tumorale a un impact clinique. Alors, on distingue 2 types d'hétérogénéité. Diapositive suivante. L'hétérogénéité intertumorale, c'est-à-dire que 2 patients qui vont avoir, par exemple, un carcinome hépatocellulaire, eh bien, ces 2 carcinomes hépatocellulaires vont être différents du point de vue morphologique en imagerie, également en histologie et également du point de vue moléculaire. Et le deuxième type d'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité intratumorale. Donc, au sein d'une même tumeur, on pourra observer différents contingents tumoraux, on pourra observer un contingent tumoral qui va être associé à un micro-environnement particulier de la fibrose, de l'inflammation, et qui peut avoir un impact pronostique, mais qui peut également être ciblé par des agents thérapeutiques. Diapositive suivante. Et donc, je souhaiterais partager avec vous 2 applications d'imagerie intégrée. La première, c'est peut-on prédire en imagerie conventionnelle, par exemple avec un scanner, le degré microscopique de dysplasie, c'est une lésion qui n'est visible qu'au microscope, par intelligence artificielle. Alors, diapositive suivante, j'ai choisi un exemple de pathologie pancréatique qui concerne les tumeurs kystiques pancréatiques intracanalaires papillaires et mucineuses, donc un peu compliquées. On va utiliser l'acronyme TIPMP. C'est une lésion pancréatique dont l'incidence augmente, qui est le plus souvent découverte fortuite et qui a un potentiel de malignité. Et dans la grande majorité des cas, on va proposer un traitement chirurgical qui n'est pas anodin, qui est associé à un taux de morbimortalité qui est quand même significatif. Et donc, on se propose de sélectionner les meilleurs candidats à la chirurgie, c'est-à-dire avant le stade de cancer invasif, donc être curatif, mais pas trop tôt, donc pas délétère. Et donc pour ça, diapositive suivante, actuellement, le gold standard, c'est l'examen de la pièce opératoire. Donc vous avez enlevé cette lésion et une partie du pancréas, et l'anatomopathologiste va vous dire, en examinant les coupes histologiques,
on est dans un stade de prénéoplasique de bas grade, au grade ou d'adénocarcinome invasif. Mais vous voyez, on arrive beaucoup trop tard. On a déjà opéré le patient. Donc, ce qu'on voudrait, diapositive suivante, c'est identifier des biomarqueurs tissulaires non invasifs qui sont associés à la malignité. Est-ce qu'on est capable d'identifier une lésion de bas grade ou de haut grade ou un cancer invasif juste avec le scanner? Donc, diapositive suivante. Donc, c'était l'objet de ce travail qui voyait apporter sur plus de 300 patients qui présentaient des TIPMP pour lesquels, avant la chirurgie, il y avait un scanner qui était disponible. Et donc, les radiologues ont traité les images de ces scanners, ils ont segmenté les images, ils ont extrait à l'aide de logiciels les critères radiomiques de ces lésions TIPMP, diapositive suivante, et ils ont pu montrer que sur 107 critères de radiomiques, eh bien 85 d'entre eux en analyse univariée étaient significativement différents entre les lésions bénignes et les lésions malignes. Et de plus, diapositive suivante, en analyse multivariée, ils ont pu montrer la performance de ces critères de radiomiques pour identifier les lésions bénignes des lésions malignes, que ce soit dans la cohorte test ou la cohorte de validation. Diapositive suivante, autre application. Serait-on capable de prédire en histologie les sous-types moléculaires des cancers par intelligence artificielle? Diapositive suivante. Et pour ça, bien entendu, il va falloir qu'on passe par une étape de pathologie digitale. Alors, qu'est-ce que c'est la pathologie digitale? Aujourd'hui, un anatomopathologiste, il a un microscope, vous pouvez le voir derrière moi, et on va faire nos diagnostics à partir des lames de verre sur lesquelles il y a les coupes histologiques. Diapositive suivante. La pathologie digitale consiste à numériser ces lames à l'aide d'un scanner dédié, et le diagnostic clinique que l'on va pouvoir fournir, donc on ne change pas la napate, on lui change juste l'outil, ça va être son écran d'ordinateur et il va être capable de faire un diagnostic clinique avec une performance aussi grande qu'avec une lame de verre. Mais en plus de ça, diapositive suivante, le fait de travailler sur ces images, de pouvoir appliquer sur ces images des algorithmes, des logiciels, on va être capable de fournir beaucoup plus d'informations que le seul diagnostic clinique. On va pouvoir quantifier le nombre de noyaux le nombre de cellules qui sont en train de se diviser, l'importance d'un stroma fibreux qui peut avoir un impact pronostique, etc. Donc, ça va être une analyse beaucoup plus fine du tissu tumoral. Diapositive suivante. Alors, pour revenir à notre question, j'ai encore choisi un exemple de pathologie pancréatique et d'adénocarcinome du pancréas, qui est une tumeur de très mauvais pronostic dont l'incidence augmente. Et l'on sait maintenant, comme dans beaucoup d'autres cancers, qu'il y a des sous-types moléculaires dans ces adénocarcinomes pancréatiques. Et en gros, il y a deux sous-types. Un sous-type qui est dit classique et un sous-type qui est dit basal. Et ces sous-types moléculaires sont importants à connaître parce qu'ils ont un impact pronostic avec le sous-type basal qui est de bien moins bon pronostic que le sous-type classique. Diapositive suivante. Donc, le projet PACPENT était de voir si on pouvait, à partir des lames histologiques, identifier le sous-type moléculaire en s'affranchissant des études moléculaires. Donc, pour ça, une série de 200 cancers pancréatiques réséqués ont été inclus, pour lesquels on avait le sous-type moléculaire qui avait été fait par une étude transcriptomique. On a numérisé 2 lames histologiques par cas d'adénocarcinome pancréatique. Et puis, ces images ont été soumises à des approches d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond. Diapositive suivante. Et de façon très intéressante, la première chose, c'est que le système a permis de prédire, donc rien qu'avec l'ordinateur, de prédire au sein de la coupe tissulaire du pancréas avec le nodule où était le nodule tumoral. Et diapositive suivante, et de façon encore plus performante, eh bien, cette approche a permis de prédire le sous-type moléculaire, c'est-à-dire de classer l'adénocarcinome pancréatique en basal ou classique, rien qu'en examinant l'analyse histologique des cancers du pancréas. Et vous pouvez voir qu'il y avait certaines tuiles, ce qu'on appelle les petits carrés, qui étaient associés au
au sous-type classique et d'autres tuiles morphologiques qui étaient associées au sous-type basal, et tout ça sans avoir recours à la biologie moléculaire. Diapositive suivante. Et pour terminer, je voudrais vous montrer deux types de développement technologique que l'on souhaite faire en imagerie médicale à la PHP.Nord. D'une part, c'est quantifier les propriétés biomécaniques des tumeurs par imagerie non invasive en utilisant de l'élasto-IRM. Diapositive suivante. J'espère que l'animation va marcher. Alors, vous avez ici, on sait que la force d'une tumeur impacte le pronostic. Et donc, il serait important d'avoir cette notion, quelle est la force de la tumeur que je suis en train d'imager et d'observer. Et vous voyez effectivement que les tumeurs au sein du tissu dans lequel elles se développent vont exercer une pression tumorale qui va entraîner une déformation du tissu péritumoral. Et diapositive suivante. Et cette déformation du tissu péritumoral peut être analysée en quantifiant la propagation des ondes. Donc, on va fournir une mesure indirecte, en mesurant la propagation des ondes, une mesure indirecte de la pression tumorale. Alors, diapositive suivante. Alors, c'est tout à fait du réel. Et vous voyez ici un exemple de cancer du sein où vous avez en bas à gauche la propagation des ondes à partir d'une imagerie d'un cancer du sein, de laquelle on peut dériver la mesure de la dureté de la tumeur du sein. Et diapositive suivante, et il a été montré dans ce travail qui est dirigé par Ralph Simkus avec une collaboration avec le King's de Londres, que plus la tumeur présente une pression, une force élevée, moins bon est le pronostic du cancer du sein. Et donc ça peut avoir un impact sur la prise en charge des patients. Vous voyez qu'on va pouvoir mesurer de façon non invasive, sans biopsie, sans rien, la pression de cette tumeur. Et si on est en face d'une tumeur avec une pression élevée, peut-être qu'il ne faut pas opérer la patiente tout de suite, peut-être qu'il faut faire une alternative et lui proposer une chimiothérapie néoadjuvante. Diapositive suivante. Le deuxième développement technologique que je voudrais vous montrer, c'est on pourrait peindre les cancers avec un laser. Diapositive suivante. Et ça, on peut le faire avec une approche qui s'appelle l'imagerie MALDI, qui combine une approche de protéomique qui utilise un spectromètre de masse avec une analyse morphologique. Diapositive suivante. Donc, la coupe de tissu qu'on a, on va l'introduire dans un spectromètre de masse et on va balayer notre coupe tissulaire avec un faisceau laser qui va permettre de recueillir, diapositive suivante, à chaque point balayé, l'information moléculaire de chacun de ces points. Et au final, on va obtenir une coupe, une image moléculaire qui va représenter la distribution spatiale de l'ensemble des biomolécules à partir d'une coupe tissulaire non fixée. Alors, diapositive suivante, quels sont les objectifs que l'on peut avoir avec ce type d'approche? C'est identifier des nouveaux biomarqueurs, identifier des signatures moléculaires tissulaires directement à partir de coupes tissulaires fixées ou congelées. Et le grand intérêt, c'est que vous pouvez étudier des protéines, mais vous pouvez également étudier des lipides, étudier des métabolites. Donc, le nombre d'analytes que vous pouvez étudier par ce type d'approche est très important et n'est pas limité. Diapositive suivante. Alors, on a vu de la clinique, on a vu de la recherche, et bien entendu, on est très impliqué en enseignement, diapositive suivante, et de la même façon que pour la clinique, ce que l'on veut faire, diapositive suivante, c'est intégrer les différentes sources d'imagerie pour offrir une plateforme d'imagerie multimodale, multiparamétrique. Diapositive suivante, et d'ailleurs, notre DMU DREAM est très en avance sur ce point et a déjà développé une plateforme de partage et de formation. Et par exemple, juste à titre d'exemple, il y a tous les jeudis, il y a, grâce à la collaboration avec Nathalie Sio, il y a un cas clinique d'imagerie qui est proposé sur Facebook. Les gens peuvent faire leur diagnostic et puis 24 heures après, ils ont le diagnostic et les petites clés pour arriver au bon diagnostic. Dans le cadre du FHU Mosaïque, on organise des confrontations anatomo-radiologiques mensuelles qui sont pour le moment destinées aux internes en radiologie et à ANAPAD de Beaujon, mais on souhaite l'élargir aux internes
et aux seniors des disciplines d'imagerie des différents sites et également aux cliniciens. Et puis, on organise des journées de la recherche, etc. Diapositive suivante qui va être ma conclusion. Conclusion très brève. Je pense qu'on est tous convaincus que l'imagerie médicale a un rôle très important en pathologie tumorale avec du dépistage au suivi des patients. Je pense qu'effectivement, à la PHP.Nord, on a de la chance parce qu'on a des équipes qui sont très performantes et ça nous permet de porter des projets très ambitieux, d'aller vers l'imagerie intégrée 3.0, que ça va nous permettre de proposer un outil objectif, reproductible et quantitatif. Et pour diapositive suivante, et en vous remerciant, diapositive suivante, vous voyez que l'objectivité, c'est important en imagerie, c'est important en médecine, mais c'est également important dans notre société. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Valérie pour ce superbe exposé. J'ai parlé de la dimension historique de notre GHU et parce que j'aime l'histoire, mais l'histoire n'empêche pas de se tourner vers l'avenir. Et toi, tu nous as montré le futur, le présent déjà d'ailleurs, et le futur très proche de ce que sera la médecine de demain et notamment la médecine en cancérologie de demain. Y a-t-il des questions dans l'auditoire sur cette très très belle présentation? Moi, Gérard, c'est moi, Louis. Vas-y, Louis. Tu as la parole. Je vais très simplement, je viens de découvrir vos travaux sur ce que vous avez montré sur le sein et la pression. Qu'on discute, simplement. Ça va intéresser mes collègues, ça j'en suis sûr, parce que je ne connaissais pas, enfin, pour le coup, c'est l'occasion d'en discuter. Moi, je ne connaissais pas ces travaux. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça, c'est une. Et deux, sur le mal-dit, on a, nous, dans scénologie, mais on aura l'occasion de discuter, je pense, des questions d'hétérogénéité tumorale dès que c'est des grosses tumeurs, avec des contingents un peu différents. Donc, ce que je vois, moi, très vite, c'est que ça permettrait de nous aider à avancer là-dessus. Bref, vos trucs sont complètement transposables au sein et puisqu'il y a déjà des projets dessus, il faut qu'on discute. Tout à fait. C'est l'avantage de l'imagerie, on est transversal. Donc, on a peut-être un tissu de cœur, mais on sait appliquer ce qu'on a fait sur notre expertise aux autres tissus. Donc, c'est vraiment l'avantage. En plus, s'il n'y a pas trop de données, c'est le moment jamais. Ouais. Et Jacqueline nous dit intégrer la génomique en plus de l'imagerie. Et oui, Jacqueline, je vois le chat, c'est pour ça. Bien évidemment. En tout cas, on voit là que la dimension de communication entre toutes les équipes au sein de l'Institut du cancer est essentielle et c'est ce qu'on va essayer de promouvoir. Je pense qu'il faudra prévoir des journées scientifiques où nous partagerons les expériences des uns et des autres. Ça fera vivre notre institut et notre communauté autour de la cancérologie. Je vais peut-être céder la parole à Hélène pour le mot de conclusion. Alors, on avait prévu de donner le mot de conclusion à Jean-Claude Carrel et Philippe Kuzniewski qui nous ont rejoints. Ah, alors c'est parfait, je ne les voyais pas en ligne. Voilà. Jean-Claude et Philippe, vous avez la parole. Tu veux commencer? Écoute, vas-y. D'abord, pardon, je n'ai pas assisté au début de cette séance parce que j'étais moi-même en train de voir les patients dont on parle. Donc, il me reste encore une petite activité clinique et donc, manquer le début de la séance. Je pense que la conclusion elle est assez facile à faire parce que je crois que Valérie Paradis vient de la faire en réalité. Elle a dit à l'instant même, le GHU Nord a de la chance. Oui, je pense que le GHU Nord a beaucoup de chance. D'une part parce que les équipes cliniques y sont extraordinaires, qu'elles couvrent, je crois, à peu près tous les champs de la cancérologie, mais non seulement en matière de soins, mais aussi en matière d'enseignement et de recherche. Et ça, c'est en grande partie, et pas seulement bien sûr, mais en grande partie, grâce à l'association, finalement, Université de Paris, GHU Nord. Je pense que la démarche de labellisation qui est en cours et que Gérard nous a exposé, je pense, en début de cette séance, est tout à fait exemplaire. Vous savez que UP va être impliqué finalement dans 2 démarches de labellisation, puisque le groupe Centre est lui aussi, avec d'ailleurs un petit peu d'avance sur le Nord, impliqué dans une telle démarche qui devrait se concrétiser dans les prochains jours, là, quasiment. Mais quand je regarde ces 2 GHU, je me dis qu'ils ont beaucoup de chance tous les 2, effectivement, et qu'au Nord, il y a absolument tout ce qui est nécessaire pour un centre intégré de cancérologie totalement exhaustif en termes de soins, d'enseignement et de recherche. Et je pense qu'en termes d'unités de recherche, en termes de programmes d'enseignement, ils sont tellement nombreux d'ailleurs qu'on a quelquefois du mal à les répertorier, nous avons tout ce qu'il faut pour être à l'échelle européenne et probablement même au-delà,
un centre tout à fait exemplaire dans les 3 thématiques, soins, enseignement, recherche. Donc voilà, le doyen de l'UFR de médecine, il ne peut être que très heureux d'une situation comme celle-là. Il ne peut qu'encourager, et comme vous le savez, c'est le cas tous les ans, des promotions et des nominations d'enseignants-chercheurs dans le domaine de la cancérologie, par tous les moyens possibles. Et là aussi, Valérie vient très bien de l'expliquer, ce n'est pas seulement de l'oncologie médicale ou des disciplines d'organes, c'est aussi des disciplines transversales, comme l'anatomopathologie, comme l'imagerie, comme la génétique, toute la biologie. Enfin, on peut multiplier les exemples et faire finalement ce que je fais tous les ans quand je présente ma révision des effectifs au ministère. Je dis, voilà ce qu'Université de Paris fait pour la promotion universitaire de la cancérologie. Et ça, je crois que c'est très important parce que nous ne nous voyons pas toujours tels que nous sommes. Et j'ai longtemps dit, un peu dans le vide, mais cette époque est totalement terminée maintenant, qu'on était complexé par rapport à des structures, je pense évidemment quand je dis ça beaucoup au CLCC, qui eux s'affichent exclusivement en cancérologie. Il ne faut pas oublier aussi que tout ce que nous faisons en dehors de la cancérologie est un appui extraordinaire à la cancérologie. Et ça, c'est une force absolument spécifique que nous avons, que n'ont pas des établissements exclusivement dédiés à la cancérologie, parce que je pense que quand on a des réanimations, quand on a des disciplines de spécialité, eh bien, on contribue énormément à l'étude de la cardiotoxicité des anticancéreux, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je pense qu'on est très, très bien armé. On va maintenant se structurer davantage. Et APHP.Nord, Université de Paris et bien sûr aussi les EPST, notamment l'INSERM, vont unir leurs forces pour afficher cette volonté et déjà, à mon avis, ses réalisations. Merci Philippe. Écoute, moi je ne vais pas être très long et je vais vraiment souscrire à tout ce qui vient d'être dit en rajoutant que le GHU Nord a de la chance. Il a de la chance d'avoir des équipes qui sont très dynamiques et qui sont très impliquées. Et là, on a eu 2 présentations qui sont tout à fait exemplaires, mais il aurait pu y en avoir bien d'autres tout aussi exemplaires sur d'autres domaines de la cancérologie. Mais je pense que le GHU Nord, il a aussi de la chance d'avoir Gérard Zafman et Céleste Lemay qui jouent un rôle qui est vraiment très important, qui est finalement de jouer ce rôle de la transversalité et ce rôle du ciment et de mettre les gens ensemble, ce qui dans nos environnements est finalement ce qui est souvent le plus difficile, parce qu'on est tous absorbés par nos tâches quotidiennes. Voilà, on soigne beaucoup de malades, on est très impliqués, on lit beaucoup de l'âme, on regarde beaucoup d'imagerie. Et finalement, la transversalité, c'est-à-dire prendre du temps pour mettre les gens ensemble et donner un sens, je dirais, collectif à cette démarche, eh bien, c'est une démarche qui est tout à fait exemplaire. Et au-delà de la labellisation elle-même, qui est vraiment quelque chose de très important, je pense que, évidemment, encore plus important que la labellisation, c'est la démarche de la labellisation qui est finalement le fait que les uns sachent que les autres existent. Et là, par exemple, on en a eu un excellent exemple à l'instant même sur ah ben tiens, vous faites ça, mais nous, ça nous intéresse beaucoup. Et finalement, la labellisation que vous menez, pour moi, son objectif principal, il y en a plein d'autres, c'est finalement que les gens sachent ce que font les autres et que finalement, ça profite à la dynamique collective et ça élève finalement à la fois le niveau de prise en charge, le niveau de recherche, le niveau d'enseignement par finalement cette mutualisation et cette interaction d'équipe dans un environnement, tu l'as dit Gérard dans ta présentation, un environnement qui, sur le plan géographique, ne nous aide pas finalement à cette partage collective. Alors, le Covid n'a pas que des aspects négatifs. Le Covid a finalement banalisé quelque chose qui était balbutiant au début du Covid, qui était voilà, les conférences en Zoom. Et alors, voilà, on est tous saturés de Zoom, mais néanmoins,
dans un environnement comme celui de notre GHU, je trouve que le Zoom a quand même une valeur qui est tout à fait exemplaire de mettre les gens ensemble et de faire qu'ils arrivent à échanger, savoir ce qui se passe, y compris dans des hôpitaux, des bâtiments qui ne sont pas exactement les leurs. Donc, merci collectivement, évidemment, à l'ensemble des équipes qui sont impliquées dans ce processus de labellisation, mais aussi et surtout, merci à vous deux, et j'étendrai à vous trois et aux personnes qui mènent au quotidien cette démarche de labellisation avec Hélène et qui, je pense, nous grandira collectivement, et c'est on peut s'en réjouir. Merci, Monsieur le Président de la CMEL. Merci, Monsieur le Doyen, pour ces paroles fortes de soutien. Je crois que c'est ça, finalement, la vie d'un institut, c'est de partager, c'est d'échanger, c'est de connaître ce que font les autres, les uns et les autres. Et cette démarche ne pourrait exister sans le soutien permanent et comment dire, les qualités professionnelles d'Hélène Gilardi, que je voulais remercier d'être avec nous, et d'une personne de l'ombre qui est Carla Brun-Perizzolo, qui est notre chef de projet et qui va mener avec nous pendant tout au long de ce process ces travaux sur la labellisation. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Carrel, ce qui est important, c'est finalement, au-delà de la labellisation, c'est cette démarche collective et le fait que nous apprenions à nous connaître les uns les autres, à partager tout ça pour le service aux patients et à la fois le soin, la recherche et l'enseignement. Hélène, voulez-vous conclure ce webinaire ? Le mot de la fin est parfait. Gérard, merci de me donner la parole. Vincent-Nicolas Delpech, en introduction, nous a formulé deux vœux, donc un remerciement, et je crois que je me joins évidemment à tous ceux qui ont été déjà indiqués pour me féliciter aussi du travail qui est engagé, de la transversalité des actions, des 60 pilotes des projets médico-scientifiques qui travaillent ardemment, et on est en train de commencer à lire les projets, et ce sera à coup sûr un très beau projet médico-scientifique qu'on pourra vous présenter prochainement. Et puis donc des remerciements et des encouragements, parce qu'effectivement c'est une démarche de longue haleine, et on a beaucoup de travail encore pour les mois qui viennent, et ce sera un travail à suivre au fil de l'eau, et un travail aussi d'amélioration continue, comme ça a déjà été indiqué. Ça, c'est un point très, très, très important sur lequel il faut qu'on insiste. Donc, merci pour votre participation. On vous tiendra évidemment très régulièrement informé de la suite de nos travaux sous ce mode-là et dans d'autres formats. Donc, on baptise aujourd'hui l'Institut du cancer à PHP Nord, Université de Paris. C'est de très beaux fondements, et donc à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.